Traite, c'est le mot que tout le village murmurait sur son passage. En 1985, Hannes a commis l'impensable. Il a rejeté la fierté allemande pour acheter Monstre Rouge autrichien. Ses voisins riaient, attendant la panne fatale qui le ruinerait. Mais ils ignoraient une chose. Quand l'enfer blanc s'est abattu sur la Bavière et que tous les moteurs modernes se sont tus, un seul rugissement a déchiré le silence. Découvrez l'histoire vraie d'une vengeance mécanique qui a fait taire tout un village. Restez bien jusqu'à la fin, car le dénouement dépasse tout ce que vous imaginez. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville ou quel pays nous regardez-vous aujourd'hui? J'adore découvrir jusqu'où voyagent mes spectateurs. C'est parti. L'odeur n'avait absolument rien à faire là. Elle était une anomalie, une fausse note stridente dans la symphonie olfactive de ce petit village du Haut-Allgäu, à peine à un jet de pierre de Marktoberdorf. Nous sommes un mardi matin, en mars 1985. Le monde est figé. Un vent glacial, ce genre de bise méchante qui descend tout droit des Alpes, balaie la plaine, et le sol sous les bottes est encore dur, gelé à cœur, impitoyable. D'ordinaire, à cette heure-ci, l'air porte le parfum rassurant et familier du lisier fermenté et du bois humide qui fume doucement. C'est l'odeur de la tradition. C'est l'odeur de la Bavière. Mais ce matin-là, au-dessus de la cour de la ferme Mousletner, flottait quelque chose de nouveau. Une note étrangère. L'odeur chimique et poignante d'une laque fraîchement séchée, mêlée à l'arôme piquant d'une huile de transmission qui, c'était certain, ne provenait pas des fonderies locales de Fan ou de Deutz. Cette odeur annonçait une intrusion. Hannes Mousletner se tenait là, immobile, les bras croisés sur sa poitrine large, planté devant sa grange comme un gardien silencieux. Il avait 38 ans, mais les hivers de la région lui en avaient donné 10 de plus. C'était un homme au visage tanné par les éléments, sculpté par le vent et le soleil, avec des mains si épaisses et marquées qu'on aurait dit qu'elles pouvaient plier la fonte ou briser une pierre en 200 efforts. Il ne bougeait pas. Ses yeux bleus, plissés contre le vent, fixaient la remorque du porte-char qui manœuvrait lentement dans sa cour. Et puis, il est apparu. Il descendait des rampes métalliques en faisant gémir l'acier. Un monument rouge d'obstination. Le Ster 8130 Turbo. Dans ce paysage dominé par les teintes vertes et grises des machines allemandes, l'apparition de ce tracteur fut un choc visuel, presque une violence. Dans sa finition avec la nouvelle cabine SK2, le blanc immaculé du capot moteur et le rouge profond, presque sanguin, du châssis brillait avec une telle intensité que cela en faisait mal aux yeux. C'était une machine qui ne s'excusait pas d'être là. Sur la calandre avant, il n'y avait pas le blason bavarois habituel, ni la typographie stricte d'un constructeur allemand que tout le monde vénérait ici comme une religion. Non, là, en plein milieu du visage de la machine, prenait le S stylisé, la cible blanche et rouge de Saint-Valentin. L'Autriche venait de poser ses roues sur une terre qui ne voulait pas d'elle. Hannes regardait la machine toucher le sol bavarois pour la première fois. Il entendait le crissement des pneus neufs sur les graviers gelés. C'était plus qu'un simple achat de matériel agricole. C'était une déclaration de guerre silencieuse. Il savait que derrière les rideaux des fermes voisines, on observait. Il savait que l'éclat de ce rouge agressif était perçu comme une provocation. Le Ster 8130 ne ressemblait pas au tracteur rond et familier du village. Il avait une arrogance technique, des lignes tendues, modernes, presque futuristes pour l'époque. Il dégageait une aura de puissance froide. Le chauffeur du camion détacha les chaînes avec un cliquetis métallique qui résonna dans le silence matinal. Hannes s'approcha lentement. Il posa sa main, cette main capable de tout broyer, sur le métal glacé du garde-boue. Il ne sourit pas. Il n'y avait aucune joie enfantine dans son regard, seulement la lourdeur d'une décision irrévocable. Il venait d'hypothéquer non seulement ses finances, mais aussi sa réputation. En cet instant précis, alors que la vapeur de son souffle se mélangeait aux émanations de la peinture neuve, Hannes Mousletner comprit qu'il était désormais seul. Seul avec sa machine rouge au milieu d'une mer de verre. L'étranger était arrivé, et le village ne lui pardonnerait pas ce silence. Derrière la clôture en bois vermoulu, ils étaient déjà là. Les voisins. Ils s'étaient massés en silence, les bras croisés, le souffle formant de petits nuages de vapeur dans l'air glacé. En tête de ce tribunal improvisé se tenait Bernd Hirschbichler. C'était le plus grand propriétaire terrien de la région, un homme massif, imposant, dont l'autorité sur la communauté agricole locale était aussi indiscutable que la gravité elle-même. Pour Bernd, tout ce qui ne sortait pas des usines sacrées de Marktoberdorf était plus qu'une erreur de jugement. C'était une hérésie, un sacrilège technique impardonnable. Hirschbichler fixait le Ster rouge comme si Hannes venait de hisser le drapeau d'une nation ennemie au beau milieu de la place du village. Il ne riait pas. Il n'y avait aucune trace de moquerie légère dans ses yeux.
Seulement une déception lourde et menaçante. Il cracha lentement le marc de son café dans la boue gelée à ses pieds, un geste de mépris calculé, avant de secouer la tête avec une lenteur théâtrale. Le silence était si épais qu'on pouvait entendre le moteur du camion s'éloigner au loin. « Alors, tu l'as vraiment fait, Hannes ?» dit enfin Hirschbichler. Sa voix était basse, mais elle portait plus loin et semblait plus dangereuse qu'un cri de colère. « Tu as osé. Tu as laissé le concessionnaire de Cantaine en plan. Tu as tourné le dos au Fan 611 LSA, une machine que nos pères conduisaient déjà, une légende. Et à la place, tu nous ramènes cet Autrichien. » Il fit un pas en avant, s'approchant de la clôture, son regard ne lâchant pas la calandre blanche frappée du logo de Saint-Valentin. « Tu crois vraiment que les gens de là-bas, en Autriche, savent comment on laboure une terre bavaroise? C'est de la trahison, Hannes. Une trahison envers ta patrie et une trahison envers ton propre bon sens. Quand le premier gel sérieux arrivera et que toute cette électronique délicate grillera comme une ampoule bon marché, ne viens pas frapper à ma porte pour me demander une chaîne. Un ster dans une cour de El Algo, c'est comme essayer de vendre une escalope viennoise dans un Biergarten bavarois en prétendant que c'est le plat national. C'est contre nature. » Hannes Moosleitner ne répondit pas immédiatement. Il prit le temps d'observer sa machine. Le Ster 8130 Turbo, avec ses lignes modernes et tranchantes, semblait presque félin, presque drâtique, nerveux et musclé, à côté de la silhouette massive et lourde du tracteur Fan de Hirschbichler garé un peu plus loin. Le contraste était saisissant. Le Ster dégageait une arrogance technique froide, une promesse de modernité qui effrayait les traditionalistes. Hannes se tourna enfin vers son voisin, son visage restant parfaitement impassible. Il ne cherchait pas l'affrontement, mais il n'allait pas reculer d'un millimètre. « Il a 110 chevaux sous le capot. Bernd, dit Hannes d'une voix calme, presque clinique. 6 cylindres, un turbocompresseur et une transmission dont tes ingénieurs de Marktoberdorf ne font que rêver la nuit. Ce n'est pas une trahison, c'est une réponse mathématique aux chiffres de la banque. Pendant que tu seras encore en train de trier tes vitesses demain matin, je serai déjà en train d'attaquer ma deuxième ligne avec la transmission infinie. » Il fit une pause, laissant ses mots s'ancrer dans l'air froid entre eux. Il posa une main possessive sur le pneu avant du Ster. « La qualité n'a pas de passeport, Bernd. Elle n'a qu'un rendement. Et ce moteur-là, il ne demande pas d'où vient la terre avant de la retourner. Il fait juste le travail, mieux et plus vite. » Hirschbichler resta bouche bée un instant, frappé par l'audace de la réponse. La guerre des machines venait d'être déclarée, non pas avec des cris, mais avec des spécifications techniques froides et implacables. Pour comprendre pourquoi Hannes avait osé franchir ce pas, pour saisir la logique derrière ce que le village appelait une folie, il fallait comprendre l'année 1985. Ce n'était plus le temps des certitudes romantiques. L'agriculture allemande se trouvait prise dans un étau brutal, une course à l'armement technologique où seuls les plus efficaces survivaient. Les prix du lait stagnaient, le cours du blé s'effondrait et les marges de manœuvre fondaient comme neige au soleil. Un tracteur n'était plus un simple compagnon de labeur, c'était un investissement vital, un pari sur 20 ans. Le Ster 8130 Turbo coûtait à Hannes la somme astronomique de 85 000 Deutschmark. Dans le bureau feutré de la Sparkasse locale, le chargé de crédit avait failli s'étouffer en voyant le devis. Il avait repoussé ses lunettes sur son nez, l'air grave, tapotant le papier du bout des doigts comme s'il était contaminé. « Monsieur Moosleitner » avait-il dit avec cette condescendance polie des gens qui ne mettent jamais les bottes dans la boue. « La banque est prête à vous suivre, mais vous devez être réaliste. Nous parlons d'une machine autrichienne. L'approvisionnement en pièces détachées pour Ster dans El Algo est inexistant. Si votre pompe hydraulique explose en plein mois d'août, vous resterez à l'arrêt pendant 3 jours en attendant un colis de Vienne. Votre voisin, lui, va chez le concessionnaire Fan au coin de la rue et repart avec sa pièce neuve en 2 heures. Vous prenez un risque logistique inutile. » Mais Hannes écoutait à peine. Là où le banquier voyait des frontières et des délais de livraison, Hannes voyait de la physique pure. Il voyait ce que personne d'autre ne semblait comprendre, la supériorité mécanique cachée sous le capot rouge. Son esprit était loin des taux d'intérêt. Il était plongé dans les entrailles du moteur WD 611.85. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, un 6 cylindres à longue course conçu pour l'endurance, pas pour la vitesse. Hannes savait que ce moteur possédait une injection directe révolutionnaire pour l'époque. Là où les moteurs de la concurrence, gavés de préchambre, transformait le diesel en fumée en bruit, le Ster le transformait en couple brut. Il savait que ce moteur démarrait par des matins où le diesel dans les veines des autres tracteurs se serait transformé en gelée inerte. Et puis, il y avait la transmission, la fameuse boîte infinie. C'était là le véritable cœur du pari.
C'était l'une des premières tentatives sérieuses pour briser les limites des boîtes de vitesse étagées classiques. Elle était robuste, précise, chirurgicale. Hannes avait étudié les diagrammes de couple jusque tard dans la nuit. Il avait vu les courbes. Cette transmission offrait des étagements de vitesse dans le travail lourd qui tombaient exactement là où les autres tracteurs mouraient de faim, coincés entre une vitesse trop lente et une autre trop rapide. Le banquier parlait de sécurité, de tradition, de facilité. Hannes, lui, pensait au moment critique, celui où la charrue rencontre une veine d'argile dure. À cet instant précis, la tradition ne sert à rien. Seule l'efficacité compte. Il signa les documents d'une main ferme, ignorant les soupirs de l'homme en face de lui. Il n'achetait pas une marque pour faire plaisir au village. Il achetait une arme pour gagner une guerre que les autres ne voyaient pas encore venir. Il voyait l'avenir de l'efficacité là où ses voisins ne voyaient que la nostalgie d'un passé révolu. Dès l'aube du jour suivant, la cour de la ferme cessa d'être un lieu de travail pour devenir le théâtre d'une véritable inquisition villageoise. Ils vinrent, l'un après l'autre, non pas pour admirer, mais pour juger, pour disséquer l'erreur qu'ils étaient certains de voir sous leurs yeux. C'était un défilé lent et impitoyable de scepticisme rural. Il y eut d'abord le jeune Hubert. Il venait tout juste d'obtenir son diplôme de technicien agricole et portait sa toute nouvelle connaissance comme une armure brillante mais fragile. Il tourna autour de la cabine Escad 2, les mains enfoncées dans les poches de sa salopette, le nez froncé par un mépris évident. Il s'arrêta devant les immenses surfaces vitrées qui faisaient la fierté de Ster. Une verrière, voilà ce que c'est, ricana-t-il, assez fort pour que les ouvriers l'entendent. Hannes, quand tu travailleras sur le versant sud en plein juillet, tu vas cuire là-dedans comme dans une serre à tomates. Et regarde-moi ce pont avant, bien trop de mécanique complexe. Ça va casser sur nos pierres, c'est une certitude. Un tracteur doit être simple, brut. Cet engin est trop sophistiqué pour un vrai paysan. Puis ce fut au tour de Lucas, le concessionnaire local de machines agricoles, l'homme qui vendait des Deutz à la famille Mousletner depuis 3 générations. Il se sentait personnellement insulté, trahi dans sa chair de commerçant. Il entra dans la cour avec son véhicule d'atelier, mais ne coupa même pas le moteur. Il baissa sa vitre, le visage rouge de colère contenue, et lança sa sentence sans même descendre de voiture. « Mousletner, si tu as besoin d'un seul boulon pour ce machin, appelle Vienne. Je ne toucherai pas à cette ferraille autrichienne. Tu m'entends? Pas avec une pince, pas avec un tournevis. Tu viens de creuser ta propre tombe financière, et je ne serai pas là pour t'en sortir. » Il redémarra en trombe, laissant derrière lui un nuage de poussière et une lourde menace. Hannes les laissa parler. Il encaissa les coups sans broncher, comme un mur de pierre sous la grêle. Il se contentait de passer sa main sur le métal froid du capot, respirant l'odeur de l'huile neuve, se répétant mentalement les rapports de test du DLG qu'il connaissait par cœur. Il savait que le Ster possédait une répartition de poids qui en faisait un alpiniste né, là où les concurrents lourds et maladroits ne faisaient que tasser le sol. Mais le doute, insidieux, commençait à s'infiltrer. Cette nuit-là, le silence de la maison fut plus lourd que jamais. Hannes resta allongé, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, fixant les poutres du plafond. Dans le couloir, la vieille horloge comptoise égrenait les secondes avec un tic-tac régulier, obsédant, qui résonnait dans sa tête comme le décompte d'une bombe à retardement. 85 000 marks. La somme tournait en boucle dans son esprit. Et puis, il y avait la voix de son père, morte depuis des années mais soudainement très claire dans la chambre froide. Un Mousletner n'achète que ce qu'il peut réparer lui-même avec un marteau et du fil de fer. Le Ster était différent. Il était l'avenir, précis, chirurgical, complexe. Mais le village d'Eobralgo était-il prêt pour l'avenir? Et lui, Hannes, avait-il eu tort de croire qu'il pouvait défier la sagesse ancestrale du marteau avec la finesse de l'ingénierie autrichienne? Il ne savait pas encore que la véritable épreuve ne se jouerait pas dans les livres de comptes, mais dans la boue, très bientôt. Le matin au Schwarzerberg, la montagne noire ressemblait moins à une journée de travail qu'à un siège militaire. Le sol, gorgé des pluies diluviennes de la semaine précédente, avait cette consistance traître, à la fois pâteuse comme du levain trop travaillé et lourde comme du béton fraîchement coulé. Dans ce coin précis de El Algo, il existe des poches de terre qui ne se contentent pas de résister au soc. Elles aspirent tout ce qui ose y pénétrer. C'est une terre qui ne pardonne aucune faiblesse mécanique, une terre qui a brisé plus d'essieux et d'orgueil que n'importe quelle autre dans la vallée. Hannes Mousletner manœuvra le Ster 8130 Turbo jusqu'à la lisière du champ. À l'intérieur de la cabine, le monde extérieur semblait étouffé, lointain, mais la machine, elle, était vivante. Il sentait les vibrations remonter à travers les épaisses semelles en caoutchouc de ses bottes de travail. Ce n'était pas un tremblement désordonné, non. C'était une pulsation rythmique, profonde,
Une onde de choc qui partait directement du massif Carter en fonte du moteur pour envahir l'habitacle. L'air, là-dedans, commençait déjà à changer. Il se chargeait d'une odeur spécifique, ce parfum technique d'huile de transmission montant en température, mêlé à la note douceâtre et presque sucrée du diesel prêt à brûler. Il jeta un coup d'œil vers la bordure du chemin. Ils étaient là, fidèles au rendez-vous. Hirschpichler, trônant sur son flanc comme un général observant le champ de bataille, les bras croisés sur sa poitrine, son visage figé dans un masque d'attente impitoyable. À côté de lui, le vieux Hubert tirait silencieusement sur sa pipe, ses yeux de fouine faisant des allers-retours incessants entre la charrue arrière et l'essieu du géant rouge. Ils n'étaient pas venus pour apprendre. Ils étaient venus pour voir le spectacle de l'échec. Ils attendaient ce moment précis où le fer hurle, où les pneus patinent dans la boue graisseuse et où l'Autrichien capitule face à la réalité bavaroise. Hannes inspira profondément. Il ne leur donnerait pas ce plaisir. Sa main se posa sur le levier. Il enclencha le rapport avec une précision chirurgicale. Puis, il actionna l'hydraulique. Derrière lui, la lourde charrue réversible 4 socs de la marque Raab commença sa descente. Le métal rencontra la croûte terrestre avec un bruit sourd, un craquement sinistre, alors que les lames d'acier fendaient la surface durcie pour plonger profondément dans la chair argileuse du champ. La résistance était immédiate, brutale. Il écrasa l'accélérateur. Ce qui se produisit alors déchira le silence habituel du village. Le Ster 8130 turbo ne se contenta pas de rugir. Il se mit à chanter. À 1600 tours par minute, le turbocompresseur atteignit sa plage de fonctionnement optimal. Le sifflement, d'abord fin et discret, se mua en une note métallique, tranchante et pure, si puissante qu'elle semblait envelopper le grondement sourd des 6 cylindres. Le tracteur ne tressaillit pas. Il ne chercha pas son souffle. Il s'ancra dans le sol et poussa vers l'avant, ignorant la gravité, ignorant la boue qui tentait de le retenir. C'était comme si une main géante l'avait saisi par le châssis pour le tirer inexorablement vers l'horizon. La symphonie de la puissance brute venait de commencer, et pour la première fois, le doute changea de camp. Avant de vous décrire comment le Ster a littéralement déchiré le flanc de la montagne noire, il faut que nous parlions de ce qui se passait réellement sous ce capot vibrant. Car pour l'oreille non avertie, c'était du vacarme. Mais pour Hannes, c'était une symphonie mathématique. À l'intérieur du bloc moteur, une alchimie brutale s'opérait. Le turbocompresseur ne se contentait pas de tourner, il gavait les 6 cylindres d'un oxygène dense et froid. À exactement 1600 tours par minute, l'aiguille du contour semblait s'être clouée sur le cadran. C'était le point de convergence magique. Là où les autres moteurs commençaient à s'étouffer sous la charge, le WD-611, lui, se réveillait. C'est ce que les ingénieurs de Saint-Valentin appelaient la réserve de couple. Plus la Terre résistait, plus le moteur devenait efficace, transformant chaque goutte de diesel en une force de rotation pure qui tordait le vilebrequin avec une violence maîtrisée. Le secret, cependant, résidait dans la transmission. C'est là que la bataille se gagnait. Hannes le savait. Dans ce genre de labour lourd, la plupart des tracteurs concurrents mouraient de faim entre 2 rapports. La 3e était trop lente, la 4e trop rapide. Le moteur finissait toujours par s'effondrer, noyé sous l'effort. Mais la boîte du Ster ne connaissait pas ce vide. Ses pignons à taille droite, réputés pour leur indéceptibilité et leur hurlement caractéristique, trouvaient toujours le point d'équilibre parfait. Ce n'était pas de la souplesse, c'était de la rigidité mécanique absolue. La puissance passait du volant moteur aux roues arrière sans la moindre perte, sans la moindre hésitation. Soudain, le sol changea. Les socs de la charrue heurtèrent une veine souterraine, cette fameuse couche de béton d'argile compactée où le tracteur de l'entrepreneur s'était brisé les dents l'année précédente. Le choc fut physique. Hannes fut projeté contre le dossier de son siège. Le sifflement aigu du turbo changea instantanément de tonalité. Il devint plus grave, plus guttural, plus agressif. Une épaisse colonne de fumée noire, grasse et lourde, jaillit de l'échappement vertical pour monter droit vers le ciel gris. C'était le signal. Le régulateur d'injection venait d'ouvrir les vannes en grand. Le nez du tracteur se souleva. L'essieu avant quitta le sol, cherchant le ciel, défiant les lois de l'équilibre. Tout le châssis se tordait sous l'effort titanesque. N'importe quel autre conducteur aurait débrayé par panique. Hannes, lui, serra les dents et tint le volant encore plus fermement. Il faisait confiance à l'acier autrichien. Il sentait les engrenages de la boîte hurler sous la contrainte, un cri strident de métal contre métal, mais rien ne lâcha. Le Ster ne s'arrêta pas. Il ne patina pas. Il broya l'obstacle par la seule force de son couple. La terre, vaincue, explosa en mode compact derrière lui. En arrivant au bout du sillon, Hannes fit demi-tour. Il passa à quelques mètres seulement,
de Bernd Hirschbichler. Le géant bavarois avait cessé de mâcher son tabac. Il regardait la machine rouge avec une expression indéchiffrable, les yeux écarquillés. Le ster grondait encore au ralenti, une bête qui venait de tuer sa proie. « Il chante, hein ?» cria Hirschbichler à travers le vacarme, sa voix trahissant pour la première fois une fissure dans son assurance. Hannes se pencha par la fenêtre ouverte de la cabine. La sueur perlait sur son front, mais son regard était clair comme de l'eau de roche. « Il ne chante pas pour toi, Bernd, hurla-t-il en retour, couvrant le bruit du diesel. Il chante la fin de vos préjugés. Écarte-toi avec ta machine à coudre. Le ster a encore faim. » Et sans attendre de réponse, il remit les gaz, laissant son voisin enveloppé dans un nuage de poussière et de certitude brisée. La nuit du 14 décembre 1987 ne tomba pas sur le village des Obralgo. Elle s'écrasa sur lui comme un marteau de glace. Ce n'était pas un hiver normal. C'était ce que les anciens appelaient la bête blanche. Le vent, surnommé par les habitants le fouet russe, déferlait sans obstacle depuis les plaines de Sibérie, traversait l'Autriche et venait fouetter les façades des fermes bavaroises avec une violence inouïe. Le thermomètre avait chuté brutalement, plongeant bien en dessous de moins 22 degrés Celsius. À cette température, le monde change. L'air devient si sec et si froid qu'il brûle les poumons à chaque inspiration. Mais le plus effrayant, ce n'était pas le froid, c'était le silence. D'habitude, une ferme ne dort jamais vraiment. Il y a toujours le ronronnement d'un générateur, le bruit d'une pompe, le souffle d'une ventilation. Mais cette nuit-là, un silence de mort régnait sur la vallée. C'était le silence de la technologie qui capitule. Dans les réservoirs de carburant de tout le canton, une réaction chimique fatale était en train de se produire. Le diesel, vital pour les machines, cessait d'être liquide. Sous l'effet du gel extrême, les cristaux de paraffine se séparaient, transformant le carburant en une pâte blanche et épaisse, semblable à de la graisse figée ou à de la bougie fondue. Dans les hangars de Deutz et de Fan, les batteries, optimisées pour des hivers modérés, avaient perdu toute leur énergie chimique. Elles n'étaient plus que des briques de plomb inutiles. Le métal des moteurs s'était contracté, piégeant l'huile devenue aussi dure que du miel cristallisé. Le village entier était paralysé, transformé en une statue de glace immobile. Hannes Mousletner se tenait debout dans sa cuisine, une tasse de café brûlant entre les mains pour se réchauffer les doigts. La vitre devant lui était couverte de fleurs de givre si épaisses qu'il ne pouvait même plus deviner les contours de sa propre grange. Il écoutait le vent hurler dans la cheminée. Il savait ce qui se passait dehors. Il savait que la physique était en train de gagner la guerre contre la mécanique. Soudain, le téléphone dans le couloir déchira le silence. La sonnerie stridente fit sursauter Hannes. Qui pouvait appeler à une heure pareille, par une nuit pareille? Il posa sa tasse et décrocha le combiné en bakélite noir. « Hannes !» La voix à l'autre bout du fil était méconnaissable. Elle était rauque, brisée, dépouillée de toute arrogance. C'était une voix nue, tremblante de peur. C'était Bernd Hirschbichler. « Hannes, c'est moi, Bernd. » Hannes ne répondit pas tout de suite. Il entendait la respiration paniquée de son voisin, le souffle court d'un homme qui vient de courir dans la neige. « Hannes, j'ai besoin de toi. C'est une catastrophe. » Bernd marqua une pause, comme s'il devait avaler sa fierté avant de pouvoir continuer. « Mon étable, le système automatique d'évacuation du fumier, il est gelé. Tout est bloqué. La merde remonte, Hannes. Elle refoule vers les box des veaux. Si je ne dégage pas ça avant l'aube, les animaux vont devenir fous ou tomber malades. Prends ton tracteur, Bernd, tire-le avec le fan, répondit Hannes, sa voix calme contrastant avec la panique de l'autre côté. Ils sont morts, Hannes, cria presque Hirschbichler, au bord des larmes. J'ai tout essayé. Mes 3 fans, ils sont morts. Les batteries sont vides, le diesel étant gelé dans les filtres. J'ai même essayé de chauffer les filtres avec une lampe à souder, mais rien n'y fait. Le démarreur ne fait même plus un clic. Je suis coincé. Je suis tout seul et mes bêtes sont en danger. Un lourd silence s'installa sur la ligne. Hannes pouvait presque sentir le désespoir traverser le fil de cuivre. L'homme qui, 2 ans plus tôt, avait craché sur le tracteur autrichien, l'homme qui avait juré que le ster était une erreur, était maintenant à genoux. « Tu es le seul qui a une lame chasse-neige » implora Bernd, sa voix se brisant. « Je sais ce que j'ai dit, Hannes. Je sais. Mais ce soir, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de mes vaches. S'il te plaît. » Hannes raccrocha doucement le combiné sans dire un mot. Il attrapa sa lourde veste en laudène et ses gants fourrés. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, juste la détermination froide de celui qui sait que l'heure de vérité a sonné.
Le moment était venu de voir si le cœur de l'Autrichien pouvait battre là où les cœurs allemands s'étaient arrêtés. Hannes pénétra dans la grange comme on entre dans un sanctuaire glacé. À l'intérieur, l'air était si froid qu'il semblait solide, figé dans une stase cristalline. Le Ster 8130 Turbo reposait là, immobile, recouvert d'une fine pellicule de givre qui scintillait sous la faible lueur de l'ampoule nue. C'était un géant endormi sous un linceul de glace. Mais Hannes savait que ce sommeil n'était pas la mort. Contrairement aux machines de la plaine, conçues par des ingénieurs qui rentraient chez eux le soir dans des voitures chauffées, ce tracteur avait été forgé selon une autre philosophie, la doctrine alpine du démarrage à froid. Il grimpa dans la cabine escadeux. Le siège était dur comme de la pierre, le volant brûlait la peau à travers les gants. Mais sous les carénages rouges, une technologie de survie attendait. Là où les concurrents allemands faisaient confiance à de simples bougies de préchauffage, Ster avait équipé ses moteurs d'un système de départ à flamme, une véritable torche dans l'admission qui réchauffait l'air brutalement avant même qu'il n'entre dans les chambres de combustion. Plus crucial encore, le circuit hydraulique de la transmission infinie disposait d'un bypass thermique. C'était un détail invisible mais vital. Alors que l'une des autres tracteurs se transformait en colle, bloquant le vilebrequin, le Ster court-circuitait le flux froid pour laisser le moteur tourner librement dès les premières secondes. Hannes tourna la clé d'un cran. Le voyant orange du préchauffage s'illumina sur le tableau de bord. 10 secondes, 20 secondes. Il entendit le petit clic du relais, le bruit d'une électrovanne qui libérait une goutte de carburant sur la résistance incandescente. Il tourna la clé à fond. Il n'y eut pas ce gémissement long et douloureux des batteries qui meurent. Le démarreur haute performance, démultiplié pour arracher le métal au gel, frappa avec la violence d'un marteau-pilon. Une demi-seconde de silence. Puis, goum! Ce ne fut pas un démarrage, ce fut une détonation. Un coup de canon sec, autoritaire, qui fit trembler la charpente de la grange. Le 6-cylindres WD-611 s'éveilla instantanément, projetant une colonne de fumée bleue et âcre vers les poutres. Le moteur ne toussa pas, ne bégaya pas. Il se cala immédiatement sur un ralenti martelé, lourd et régulier. Tac, 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 tac. Et par-dessus ce rythme de percussion, le sifflement du turbo commença à monter, un chant aigu et cristallin dans l'air polaire. C'était le son de la victoire sur les éléments. Hannes alluma les 8 phares de travail. La lumière jaune perça les ténèbres, révélant les flocons qui tourbillonnaient comme des âmes en peine. Il abaissa la lourde lame à neige à l'avant, enclencha la marche avant, et le tracteur bondit hors de la grange. Le trajet vers la ferme de Hirschpichler ne fut pas une conduite, mais un combat. La route avait disparu sous des congères de 2 mètres de haut. La bête blanche avait avalé le paysage. Hannes verrouilla les différentiels. Le Ster, poussé par son couple monstrueux, se transforma en brise-glace. Il ne glissait pas sur la neige, il la pulvérisait. Le capot rouge fendait les vagues blanches, le moteur hurlant sa rage contre le vent sibérien, avançant mètre par mètre, inexorable. Quand il arriva enfin dans la cour de son voisin, la scène était pathétique. Bernd était là, minuscule dans la tempête, une lampe à souder à la main, essayant désespérément de réchauffer le ventre de fer de son fan favori. Le tracteur vert, orgueil de la Bavière, était un cadavre de métal, muet et inutile. Hannes n'arrêta pas le moteur. Il ne pouvait pas se le permettre. Il manœuvra le Ster jusqu'à ce que son attelage arrière frôle le pare-choc avant du fan mort. Il sauta de la cabine, le visage fouetté par la neige. « Accroche la chaîne, Bernd !» hurla-t-il pour couvrir le rugissement du diesel et le sifflement du vent. On le tire dans la salle de traite, au chaud. Bernd, les mains tremblantes, passa la lourde chaîne d'acier dans le crochet de remorquage. Il leva les yeux vers Hannes, puis vers le tracteur rouge qui vibrait de vie et de chaleur. Il n'y avait plus de traîtres, plus d'étrangers. Il n'y avait plus que la brute autrichienne qui tirait le noble bavarois hors de son tombeau de glace. Hannes remonta en selle. Il passa la première courte. La chaîne se tendit avec un claquement sec. Les pneus du Ster mordirent la glace, cherchant l'adhérence jusqu'à trouver la terre gelée en dessous. Le fan, lourd de plusieurs tonnes, gémit, ses roues bloquées raclant le sol. Puis il céda. Le rouge tractait le vert comme on traîne un animal blessé. C'était une image impossible, une inversion totale de l'ordre naturel du village. Ce soir-là, la hiérarchie venait de basculer, non pas par des mots, mais par la preuve irréfutable que lorsque le monde gèle, seule la vraie mécanique survit. L'été de 92 ne fut pas simplement chaud. Il fut une épreuve de feu, une punition céleste qui s'abattit sur El Algo comme une chape de plomb en fusion. C'était une année de record, où le blé mûrissait trop vite et où la poussière, fine et abrasive, s'infiltrait partout, grippant les hommes comme les machines. Hannes Moosletner se tenait en bordure de son champ, la Kesselwiese.
Il avait 45 ans désormais. Les années avaient laissé du gris sur ses tempes, tout comme le soleil implacable avait matifié le rouge autrefois agressif de son Ster 8130. Le tracteur portait les cicatrices d'une vie de labeur. Le siège de la cabine montrait les craquelures de l'usure, le volant était poli par des milliers de virages. Mais le compteur d'heures affichait fièrement 7800 unités. 7800 heures sans que le bloc moteur n'ait jamais été ouvert, sans qu'une clé n'ait touché à la transmission. C'était une machine qui avait vieilli, certes, mais qui avait vieilli comme un chêne, en se durcissant. Sur la route départementale qui longeait la parcelle, un sifflement futuriste se fit entendre. Ce n'était pas le claquement familier d'un diesel, mais le miaulement aigu d'une turbine moderne. Bernd Hirschbichler arriva au volant de son nouveau jouet, un Fan Favori 512. C'était l'aube de l'ère électronique. La machine verte brillait de mille feux, bardée de capteurs, de faisceaux de câbles et d'écrans digitaux. Bernd s'arrêta à la hauteur de Hannes, coupa le contact, et le silence qui suivit fut seulement troublé par le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement de ses multiples ordinateurs de bord. Il descendit de sa cabine climatisée, frais et dispo, portant une casquette au logo de la nouvelle série technologique. Il regarda le vieux Ster avec une pitié non dissimulée. Alors, Hannes lança-t-il en tapotant l'aile en plastique de son propre tracteur. « Tu t'accroches encore à ce vieux tas de ferraille autrichien ? J'ai entendu dire qu'à Saint-Valentin, ils ne savent même plus qui dirige l'usine. Kaz a racheté la boutique. Les chaînes de montage sont à l'arrêt. Ton 8130 est devenu un orphelin technique. Le jour où un joint lâche dans ta boîte de vitesse, tu ne trouveras plus de pièces, sauf peut-être dans un musée. » Il fit un geste large vers son tableau de bord, visible à travers la vitre teintée. « Regarde ça. Mon ordinateur me calcule la consommation de carburant au gramme près. Il optimise le régime moteur en temps réel. Ton rouge, lui, il avale tout ce que tu lui donnes sans réfléchir, comme une brute. Il est temps de l'envoyer à la casse, Hannes, avant que la banque ne réalise que ton capital machine vaut zéro. » Hannes prit le temps d'essuyer la sueur qui lui brûlait les yeux avec le revers de sa manche huileuse. Il posa sa main sur le capot brûlant du WD-611. Il sentait la chaleur résiduelle de la fonte, une chaleur honnête, produite par la combustion à l'effort, pas par des circuits imprimés surchauffés. Il savait ce que Bernd ne comprenait pas. Il voyait les regards inquiets des autres paysans quand leurs tableaux de bord s'illuminaient comme des sapins de Noël au moindre défaut électrique, immobilisant des machines de 100 000 marks pour un simple capteur défaillant. Il avale peut-être du diesel, Bernd, répondit Hannes d'une voix calme, sans lever le ton. Mais il n'avale pas de frais de mise à jour. Il ne me demande pas de code PIN pour démarrer le matin. Il s'approcha de la clôture qui les séparait. Tu appelles ça du progrès, cette boîte noire où tu ne peux même plus changer une ampoule sans appeler un ingénieur avec un ordinateur portable? Mon Ster n'a pas besoin d'un informaticien. Il a juste besoin d'un homme qui le comprend et d'une clé de 13. La réparabilité. Bernd, c'est la seule liberté qui nous reste. Quand ton écran s'éteindra, tu seras aveugle. Moi, tant que j'ai des oreilles pour entendre le moteur et des mains pour tenir un marteau, je serai toujours le maître de ma ferme. Bernd haussa les épaules, remontant dans sa bulle de verre climatisé avec un sourire condescendant. Il ne savait pas encore que la chaleur de cet été allait bientôt mettre sa confiance numérique à l'épreuve la plus cruelle qui soit. Le Eulenriegel. Rien que le nom suffisait à faire frissonner les chauffeurs les plus expérimentés de la vallée. C'était une pente brutale, vicieuse, un ruban d'asphalte qui serpentait vers le sommet avec une inclinaison qui mettait les moteurs et les freins à l'agonie. En ce mois d'août 92, sous un soleil de plomb qui transformait le goudron en pâte molle, cette côte était devenue un véritable enfer. La poussière de la moisson était partout. Fine, insidieuse, abrasive comme de la poudre de verre, elle s'infiltrait dans les moindres coins, colmatant les radiateurs et étouffant les filtres à air. La colonne de transport de grains montait péniblement. En tête, Bernd Hirschbichler menait la charge avec son Fan Favori 512, tirant 2 immenses bennes remplies à ras-bord de blé doré. Il était fier. Sa cabine était fraîche, son écran digital affichait des paramètres optimaux. Et puis, soudain, le néant. Il n'y eut pas d'explosion, pas de bruit de mécanique qui casse. Juste un bip sonore, strident et clinique. Le tracteur s'arrêta net, comme frappé par la foudre invisible d'un court-circuit. Le moteur se mit au ralenti forcé. La transmission se verrouilla au neutre. Sur l'écran à cristaux liquides, un message d'erreur clignotait froidement. Défaut capteur, pression transmission, arrêt sécurité. Bernd frappa le volant de rage. Derrière lui, toute la colonne de moisson s'immobilisa dans un concert de klaxons et de jurons. Il était bloqué.
Une machine valant un quart de million de marks venait d'être mise à genoux par un capteur en plastique à 50 pfennig. L'électronique avait décidé que l'huile était trop chaude, ou que la pression était trop basse, ou qu'un fil avait simplement vibré un peu trop fort. Le cerveau de silicium avait coupé les muscles d'acier pour se protéger lui-même. Bernd essaya de redémarrer, de forcer le système, mais l'ordinateur restait inflexible. Non. Il ne pouvait même plus desserrer le frein de parc électrique. Il était prisonnier de sa propre technologie. C'est alors qu'il l'entend dire. Ce son familier, ce claquement métallique rythmé qui ne demandait la permission à personne. Hannes Moosleitner arrivait derrière la colonne avec le Ster 8130 Turbo. Lui aussi tirait lourd. L'aiguille de température de son tableau de bord analogique dansait dangereusement près de la zone rouge. Le vieux WD-611 souffrait. Il avait chaud, il transpirait de l'huile par les joints de cache-culbuteur. Mais il ne s'arrêtait pas. Il n'y avait pas de capteur pour dire à Hannes de s'arrêter. C'était l'homme qui décidait, pas la machine. Hannes gara son attelage sur le bas-côté, dans un nuage de poussière, et laissa le moteur tourner au ralenti pour garder la circulation d'eau. Il marcha jusqu'au tracteur inerte de Bernd. La chaleur qui montait du sol faisait trembler l'horizon. « Alors, Bernd, dit Hannes en s'essuyant le front, ton ordinateur a pris un coup de chaud? Il a posé ses RTT en pleine moisson ?» Bernd, rouge de honte et de frustration, ne releva même pas la tête. « C'est un capteur de merde. Juste un fil. Le système s'est mis en sécurité. Je suis planté. Hannes, je ne peux rien faire. Je bloque tout le monde et l'orage arrive ce soir. » Hannes ne sourit pas. Il retourna à son Ster, fouilla dans la caisse à outils en métal cabossé et en sortit un lourd câble d'acier tressé. Il recula son tracteur jusqu'au nez du géant vers paralysé. « Accroche-le » ordonna Hannes. « Je vais tirer ton salon roulant jusqu'au sommet. » Ce qui suivit entra dans la légende locale. Le Ster 8130, un tracteur de 110 chevaux, se mit à tirer un ensemble qui pesait 3 fois son poids, sur la pente la plus raide du canton. Hannes passa en gamme courte. Il fit monter les tours. Le pot d'échappement cracha une fumée noire si dense qu'elle éclipsa le soleil un instant. Le moteur hurlait, les pneus se déformaient sous l'effort titanesque. Dans la cabine, Hannes surveillait la température. Elle montait, mais il savait écouter. Il savait jusqu'où il pouvait pousser la fonte avant qu'elle ne fonde. Il gérait la mécanique à l'oreille, au ressenti, là où l'ordinateur de Bernd avait simplement démissionné par précaution. Mètre après mètre, dans un vacarme assourdissant de pignons qui gémissaient, l'attelage monstrueux grimpa la côte. Quand ils atteignirent le sommet, le village entier semblait retenir son souffle. Hannes s'arrêta, laissa le moteur redescendre en température doucement. Il avait sauvé la récolte. Ce jour-là, au sommet du Eulenriegel, plus personne ne rit du vieux tas de ferraille. Ils comprirent que la redondance mécanique n'était pas du passéisme. C'était la seule assurance vie qui valait quelque chose quand le monde réel devenait trop dur pour les circuits imprimés. Le vieux fer avait gagné. Octobre 2024 n'avait plus rien à voir avec les automnes d'autrefois. La ferme des Moosleitner ressemblait désormais à un laboratoire à ciel ouvert. Des capteurs d'humidité plantés dans le sol envoyaient des données en temps réel sur le cloud et des drones surveillaient la croissance des cultures avec une précision millimétrique. Marcus, le petit-fils de 26 ans, dirigeait cet empire depuis l'écran tactile de sa tablette. Il était un gestionnaire, un pilote de système complexe, loin de l'image du paysan aux mains calleuses que son grand-père avait incarné. Au milieu de la cour trônait la pièce maîtresse de cette nouvelle ère, un Ford 942 Vario. Un colosse vert foncé de 400 chevaux, une cathédrale de technologie valant près d'un demi-million d'euros. Il était silencieux, confortable et bourré d'intelligence artificielle. Mais le ciel, lui, n'avait pas changé. Au-dessus des Alpes, des nuages noirs, lourds et ventrus, s'accumulaient avec une rapidité effrayante. La tempête arrivait, et il restait encore 3 hectares de maïs à rentrer avant que la grêle ne hache tout. Marcus grimpa dans la cabine pressurisée du fan. Il démarra le moteur. Le 6-cylindres MAN ronronna doucement, un son feutré, étouffé par les normes antipollution. Il engagea la marche avant. Et puis, le silence fut brisé par une alarme stridente. Sur l'immense écran haute définition, un triangle rouge clignota. Défaut qualité urée, système AdBlue défaillant, puissance moteur réduite, mode lin pour m'activer. Marcus écarquilla les yeux. Il appuya sur l'accélérateur. Rien. Le monstre de 400 chevaux avançait à la vitesse d'un escargot asthmatique. 15 km par heure. Pas un de plus. Le système électronique,
détectant une anomalie dans le traitement des gaz d'échappement, avait décidé de brider la machine pour protéger la planète, condamnant par la même occasion la récolte. Marcus frappa le tableau de bord. Il appela le concessionnaire. Mise à jour logiciel nécessaire, répondit une voix lointaine. Le technicien peut passer demain matin. Demain matin, il n'y aura plus de maïs. Hannes Moosleitner observait la scène depuis le banc en bois qu'il avait installé devant l'ancien atelier. À 77 ans, ses genoux craquaient à chaque pas et son dos était voûté par des décennies de vibrations. Mais son regard bleu n'avait rien perdu de son tranchant. Il vit son petit-fils sortir du fan, pâle, désespéré, vaincu par une ligne de code informatique. Hannes se leva lentement. Il ne dit rien. Il marcha vers le fond de la cour, vers le bâtiment que Marcus appelait affectueusement le musée. Il fit glisser la lourde porte coulissante. L'odeur le frappa immédiatement. Ce n'était pas l'odeur stérile des machines neuves. C'était un mélange de graisse ancienne, de gazole et de souvenirs. Dans la pénombre, il était là, le Ster 8130 Turbo. Il n'était plus la machine de travail sale de 1985. Marcus l'avait fait restaurer pour les 75 ans de son grand-père. La carrosserie avait été repeinte, le rouge était profond et brillant comme du sang artériel, le blanc du capot immaculé. Mais sous la peinture neuve, l'âme était intacte. Hannes posa sa main sur la poignée de porte. Le métal était froid, réel. Il grimpa les marches, un peu plus lentement qu'avant, mais avec la même habitude musculaire. Il s'assit. Le siège ne s'ajustait pas électriquement. Il n'y avait pas d'écran tactile, juste des cadrans à aiguilles et des leviers mécaniques. Hannes tourna la clé. Le voyant de préchauffage s'alluma. Il attendit, savourant ces quelques secondes de suspense. Puis, il tourna à fond. Roum! Ce n'était pas un démarrage, c'était une résurrection. Le hangar entier vibra. Le son était brut, non filtré, une explosion de puissance mécanique qui prit aux tripes. Le vieux WD-611 n'avait pas de filtre à particules, pas d'injection durée, pas de conscience écologique. Il avait juste de la force. Hannes sortit du hangar. Le claquement sec du diesel au ralenti résonnait contre les murs de la ferme, couvrant le bruit du vent qui se levait. Marcus se retourna, stupéfait. Il vit son grand-père, cheveux blancs au vent, volant en main, sortir le vieux rouge comme un chevalier sortant son épée pour la dernière bataille. Hannes s'arrêta à côté du monstre vert paralysé. Il ouvrit la porte. Dételle la remorque? Gamin! Cria-t-il par-dessus le vacarme du moteur. Ton ordinateur a peur de la pollution? Monster! Lui, il a peur de rien. Il a juste besoin de diesel et d'un homme qui sait passer les vitesses. Allez, on a du maïs à sauver avant la pluie. Marcus, un sourire incrédule aux lèvres, courut vers l'attelage. En cet instant, toute la technologie du monde ne valait pas un gramme de la fonte autrichienne qui tremblait sous les fesses de son grand-père. L'ancien monde venait de reprendre les commandes. L'orage est passé sur le Haut-Algo. Le ciel s'est lavé, laissant place à une clarté mordante, presque surnaturelle. Dans la cour de la ferme Moosleitner, le silence est revenu, seulement troublé par le cliquetis métallique des moteurs qui refroidissent. Ils sont là, côte à côte, le grand-père et le petit-fils, le rouge et le vert. 39 années d'histoire séparent le pare-choc en fonte du Ster 8130 et le néant composite du Fan 942. C'est une image qui vaut plus que tous les discours. D'un côté, un vaisseau spatial de 400 chevaux, cloué au sol par un capteur défectueux. De l'autre, un guerrier de 110 chevaux, simple, bruyant, vibrant, qui vient de sauver la récolte parce qu'il n'a pas besoin de la permission d'un satellite pour travailler. Hannes Moosleitner s'essuie les mains sur un chiffon. Il regarde son petit-fils, Marcus, qui caresse le capot du vieux tracteur avec une sorte de révérence nouvelle. Le pari de 1985 est enfin gagné. Ce n'est pas seulement une victoire sentimentale, c'est une victoire mathématique implacable. Souvenez-vous du banquier, de ses avertissements sur la valeur de revente. Regardons la réalité en face. Ce Ster, acheté 85 000 Deutschmark, est aujourd'hui une pièce de collection recherchée dans toute l'Europe. Les passionnés s'arrachent ces modèles Youngtimer pour des sommes qui frôlent leur prix d'achat initial. C'est une valeur refuge, de l'or en barre peint en rouge. Et les tracteurs modernes des années 90? Ces merveilles électroniques que Bernd Hirschbichler vantait tant? Ils ont fini à la ferraille, leur carte mère grillée et introuvable, vendue au poids du métal pour être fondue en lame de rasoir. La leçon est cruelle pour le progrès, mais douce pour l'âme. Hannes avait compris avant tout le monde que la véritable économie, c'est la durabilité. Nous vivons dans un monde qui court, qui jette, qui remplace. On nous dit que sans la dernière technologie, nous sommes perdus.
On nous vend de la dépendance sous le nom de confort. Mais ce soir, dans cette cour bavaroise, la vérité est nue. La liberté ne s'achète pas avec un abonnement logiciel. La liberté, c'est de tourner une clé et de savoir que la machine obéira, quoi qu'il arrive. Et vous, vous qui m'écoutez, vous avez sûrement, au fond d'une grange ou au fond de votre mémoire, une machine comme celle-là, une machine de l'âme. Peut-être est-ce un vieux Renault, un Someca ou une voiture que votre père a refusé de vendre. Ne les laissez pas partir. Ne les méprisez pas. Ce ne sont pas des tas de ferraille. Ce sont des fragments de liberté. Ce sont les témoins d'une époque où l'on construisait les choses pour qu'elles durent plus longtemps que les hommes. Si cette histoire de résilience et de bruit de moteur vous a parlé, si vous aussi vous croyez que le cœur d'un homme bat au même rythme que ses pistons, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous à Voix de l'ancienne terre. Ensemble, nous continuerons à raconter les légendes de ceux qui ont travaillé la terre, le fer et le bois. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que le nouveau n'est pas toujours le mieux. Gardez vos outils graissés et votre cœur chaud. À la prochaine fois.